Je tiens à vous remercier énormément pour votre présence ce soir. Donc, c'est notre deuxième rendez-vous sur le thème portant sur l'initiative IA pour tous, l'initiative qui vise à démocratiser, à vulgariser l'IA, aussi bien dans des entreprises, mais également dans notre quotidien. Comme vous le savez tous, hein, l'IA est aujourd'hui présente partout, dans toutes les applications, presque dans toutes les applications. Et c'est un domaine qui évolue très rapidement, mais malheureusement, c'est un domaine qui reste non compris par pas mal d'acteurs, que ce soit les employés, les salariés, les employeurs. Pour l'instant, on regarde l'IA, on se dit oui, elle est capable de faire certaines choses, mais on n'ouvre pas totalement nos portes à cette IA-là. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette initiative, tout simplement parce que j'avais pas mal de retours des personnes qui, euh, qui avaient pas mal de questions sur c'est intéressant, mais comment faire, comment l'utiliser, c'est complexe et autres. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas donner quelques clés, quelques réponses à ces questions-là en organisant des ateliers comme celui d'aujourd'hui sur Microsoft Copilot. En l'occurrence, on va voir comment est-ce qu'on peut tirer profit de cet outil, de ce puissant outil d'IA, Copilot, pour pouvoir faire du data cleaning, du data analysis et de la visualisation. Alors, pour ce qui est de l'agenda, hein, donc on va beaucoup travailler ce soir sur la data. C'était un sujet d'ailleurs qui avait été proposé, j'ai proposé parmi les thèmes que vous avez vu, que vous avez parcouru lors de vos inscriptions. Il y a pas mal de thèmes. Et c'est un sujet qui est revenu en premier. Donc, il y a eu 75% de personnes qui ont été intéressées par cette question-là. Et, euh, et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas commencer par ce sujet-là. Voilà comment ça s'est fait. Donc, l'agenda, on va parler de Microsoft Copilot dans la data. On va s'ouvrir un certain nombre de use cases, comment faire du data cleaning, engineering, analysis. On va faire aussi la data vise un tout petit peu. On aura une partie où on va s'accorder sur le prochain thème, parce qu'il y a également deux autres thèmes qui sont revenus. Donc, il y a eu un vote autour de 45%. Donc, on va discuter de ces deux thèmes-là. Et dans une autre partie, on va également discuter du prochain thème, pas de celui de la semaine prochaine, mais de celui dans 2 semaines, parce que j'essaie de faire en sorte que on, on couvre les thèmes que j'ai proposés, mais également que vous proposez des thèmes. Voilà. Donc, c'est pourquoi on va beaucoup discuter à chaque fois sur qu'est-ce qu'on fait la prochaine séance ou est-ce que vous avez des thèmes à proposer. Et après, on aura une partie, si le temps nous permet, de questions-réponses. Donc, ça, c'est l'objectif. Je suis un tout petit peu revenu dessus là, dans mon propos préliminaire. Donc, c'est pas des formations, c'est des ateliers, c'est des discussions plutôt pour aider des personnes à mieux comprendre les outils de l'IA en fait, hein, à mieux s'appréhender l'IA dans leur quotidien, dans leur travail, également dans leur projet. Donc, sensibilisation et encourager voilà, à adopter les solutions innovantes. Vulgarisation également, meilleure compréhension, adoption. Voilà, l'objectif final, c'est l'adoption, hein, c'est que vous puissiez vous acquérir de ces outils-là dans vos pratiques quotidiennes, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment Microsoft Copilot permet de faire de la data engineering. Donc, ça, c'est l'atelier pratique. Et on va essayer déjà de
enfin, de répondre à cette question, on va lui poser cette question, combien de lignes et de combien dispose un fichier. Donc on va lui donner, pour rappeler tout simplement le contexte et le but du workshop, de l'atelier, on va lui donner un fichier CSV et une fois qu'il a le fichier CSV, on va lui poser pas mal de questions. On va voir en tout cas les capacités de Microsoft Copilot pour faire de la data engineering, data analysis et de la data vision. Donc maintenant, je vais passer euh, au TP. Donc je vais arrêter le partage pour pouvoir vous partager le TP. Hop. Alors, il est juste là. Ok. Je vais repartager. Faut que je fasse une manœuvre. Je vais passer là et il viendra ici. Hop. Par contre, je vais juste vérifier que tout est bon. Ok. Ok, tout est parfait. Alors, il faut partager maintenant. Hop, je partage. Partager. Je partage ce fichier. Oh. Je sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? Ouais. Ok. Hop. Alors, il est trop grand là. Alors, je vais juste Office. Je vais juste qu'on parte du départ, quoi. On parte du tout début pour que vous voyez. Parce que là, directement, on arrive avec le fichier Excel. Mais sinon, en fait, on part. Tout commence par le compte Microsoft 365 Office. Je ne sais pas si vous avez un compte Microsoft 365 Office. Non? Moi j'en ai pas. Ok, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Donc, vous voyez là, j'ai mon compte Microsoft 365 Office. Et en fait, voilà, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'applications qui va avec, hein. Donc, il y a Word, Excel, PowerPoint, euh, Teams, Outlook, OneDrive. Vous voyez là, on a pas mal d'applications, il y a OneDrive. Et du coup, lorsque je clique sur Accueil, vous voyez ici un certain nombre de fichiers en fait, hein. C'est dans le OneDrive. Mon OneDrive qui est lié à mon compte Microsoft Office 365. D'ailleurs, il y a la présentation d'aujourd'hui. Et il y a un fichier ici, il y a un fichier Excel qui s'appelle Insurance. C'est un fichier euh, qui regroupe les données d'assurance d'une compagnie d'assurance. C'est ce fichier-là sur lequel on va travailler ce soir. Donc, une fois que j'ai mon fichier dans OneDrive, je peux cliquer tout simplement dessus et il apparaît là. Voilà. Donc, on va essayer de faire un peu plus grand. Hop. Voilà. Donc, pour rappel, c'est un fichier d'une compagnie d'assurance, en l'occurrence américaine, dans laquelle on a plusieurs colonnes. Donc, on a à la fois les colonnes numériques comme âge, BMI. BMI, c'est IMC, indice de masse corporelle. On a des charges, ça c'est les frais d'assurance, la prime, quoi, la cotisation. Et après, on a des colonnes qualitatives. Donc, on a le sexe, le nombre d'enfants et une variable booléenne, binaire, 1 ou 2, yes ou non, oui ou non, qui dit oui si on est fumeur et non si on l'est pas. Et on a également une colonne qui porte sur les régions euh, pour localiser l'individu, enfin l'adhérent.
à cette mutuelle, à cette compagnie d'assurance, s'il est dans le nord-ouest, le sud-ouest et autres. Donc, une fois qu'on a notre fichier, c'est quand même un fichier très orienté data analysis. Donc, c'est des fichiers, des problèmes qui sont liés à l'analyse de données, en l'occurrence. Et on veut essayer de comprendre un certain nombre de choses dans ce fichier. Déjà, on veut comprendre, la première question qu'on peut se poser, c'est combien de colonnes il a, parce on peut imaginer on a un fichier qui a beaucoup de colonnes, donc des colonnes qui dépassent euh, l'affichage, mon écran d'affichage. Donc, et aussi des lignes, là, en l'occurrence, on ne sait pas combien de lignes il a. Bien sûr qu'on peut scroller jusqu'en bas, mais on va se servir de copilote. Donc, on va cliquer ici. Je ne sais pas si vous voyez copilote, vous voyez ou pas? Vous voyez là? Ouais, ouais. Ok. Donc, j'ai cliqué là-dessus sur copilote. Et du coup, je ne sais pas si je peux effacer, supprimer les chats là, les anciennes conversations. Euh, Normalement, je peux supprimer, mais je ne sais pas comment faire. Bref, je vais regarder ça après. Donc ici, on va lui poser voilà, les questions. Voilà, vous avez une interface. C'est ça qui est cool dans... C'est trop grand là. C'est ça qui est cool dans Microsoft Copilot. Donc on va lui poser la question de savoir combien de lignes et de colonnes dispose mon fichier. Voilà. On lui pose la question, on tape entrée. Et là, il va mouliner. Là, il examine le fichier, il prend le temps d'analyser le fichier, d'examiner. Et là, il nous répond, il nous dit, notre fichier dispose de 138 lignes et de 7 colonnes. Voilà. Déjà, c'est juste avec une question, avec un prompt. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de l'outil, où il fallait avant écrire des formules en Excel, je sais pas, et donc du coup là il y a un coût d'apprentissage des lignes d'Excel, sinon écrire du code soit en R, soit en Python, soit en Excel VBA, soit en Stata, et là tout de suite vous avez un outil avec lequel vous pouvez dialoguer assez facilement. Donc on va poursuivre notre data engineering, on va lui demander de nous dire quelque chose sur la qualité des données en fait. Donc, on va lui demander, est-ce que les entrées, parce que là, on peut bien penser que là, on a, par exemple, cette colonne région. Normalement, c'est une colonne qualitative. Est-ce que dans cette colonne-là, il n'y a pas un nombre, par exemple? Il peut bien avoir un nombre, une petite erreur qui s'est glissée dans la construction de la base de données. Donc, on va lui demander si les entrées de chaque colonne sont cohérentes avec le type. Donc, on va lui poser cette question. C'est souvent un travail de data analyst, voilà, où il passe beaucoup de temps à vérifier, à nettoyer les bases de données, écrire du code. Ici, on n'écrit pas le code, mais on va tout simplement lui donner, discuter avec lui comme un chat, comme dans le chat avec des questions, et en retour, il va nous générer des réponses issues de l'analyse. Donc, il prend le temps d'analyser. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, il travaille toujours sur des situations. Il prend son temps. Bon, il dit qu'il ne peut pas directement donner la réponse. Par contre, je pense qu'il va nous donner des formules qui vont nous permettre de vérifier la cohérence de nos données. En l'occurrence, de vérifier qu'il n'y ait pas de vide, qu'il n'y ait pas de, je sais pas, de A
par exemple, à la place d'un nombre dans la colonne charge, pareil, qu'il n'y ait pas ici dans smoker, on a yes ou no, qu'on n'a pas une autre variable, voilà. Donc ici, il nous répond. Du coup, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il construit lui-même des formules. Là, ici, par exemple, il nous dit vérifier si toutes les valeurs de la colonne sexe sont du texte. Donc lui-même, il a construit la formule. Donc on va juste copier cette formule. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai copié. J'ai cliqué là-dessus, là. Voilà. C'est l'outil qui permet de copier. Là, j'ai copié. Je vais réduire un tout petit peu pour que vous voyez. Et je vais coller dans cette cellule-là. Ah non, il n'a pas bien copié. Hop. Je vais juste refaire le truc. Ah, ça c'est. Je vais récupérer sexe au tout début. Bon, je vais récupérer. Alors oui, sexe ici. Hop. C'est pas pratique, hein. J'ai pas trop la main. Hein. Voilà, parfait. Hop, purée, génial toujours. Dans l'emballage, hop, je copie, je colle là, ici, hop. Voilà. Vous voyez, j'ai collé là, dans cette cellule. Il me répond vrai. En gros, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il va dans la colonne âge et il vérifie que toutes les données qui se trouvent dans âge sont de type numérique. Voilà ce qu'il fait. Pareil, il me propose d'autres formules. Pour ça, c'est âge. Le sexe, c'est pareil, il fait la même chose. Donc, je copie, je colle, il me dit vrai. Donc, tout est correct. BMI, c'est pareil. Donc, vous voyez là, juste, c'est lui qui fait le boulot, quoi. Au lieu que j'écrive des formules. Là, juste en une minute, je peux déjà savoir si ma base de données elle est propre ou pas. Alors, après, qu'est-ce que je peux lui demander de faire? Je vais lui demander. Enfin, là, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est de vérifier s'il y avait des données manquantes, s'il y avait des cellules qui avaient des données vides, s'il y avait des cellules vides, par exemple. Donc là, on vérifie avec cette formule qu'il nous propose. Alors, là, je vais lui demander de me calculer l'âge moyen. Voilà, je vais lui demander une question vraiment un peu plus compliquée, difficile. Je vais lui demander de calculer l'âge moyen des fumeurs et des non-fumeurs. Donc là, ici, on a la colonne des fumeurs. On a une colonne âge. Donc, je vais lui demander de calculer l'âge moyen des fumeurs et des non-fumeurs. Donc, juste, quel est l'âge moyen des fumeurs et des non-fumeurs? Je clique sur Entrée. Hop. Il va mouliner. Vous voyez là, il fait un premier filtre. Enfin, s'il fallait écrire à la main, donc on devait faire un filtre pour récupérer les fumeurs. Donc on fait un gros by smoker. Donc fumeur oui, fumeur non. Et ensuite, en se basant sur ce filtre-là, on va calculer la moyenne sur les fumeurs. Et pareil, on va calculer la moyenne sur les non-fumeurs. Là, il a calculé l'âge moyen. Quel âge moyen? Ok. L'âge moyen des fumeurs est dans le tableau. 38 ans. Ah, il me donne une formule. Mais moi, je veux qu'il calcule en fait. Hein. Je veux que tu calcules. Hein. Mais en gros, c'est bien 38 ans. C'est bien 38 ans. L'âge des fumeurs. Bon, on va lui reposer la question. Voilà. Quel est l'âge moyen des fumeurs? Alors, normalement, tu dois être capable de faire ça. Hop. Je n'ai pas besoin de formule. Je ne veux pas que tu me donnes la formule. Je veux que tu calcules.
Bon, là, il mouline. Prends le temps de mouliner. Donc là, il me dit, l'âge moyen des personnes qui fument, c'est 38,51 ans. Ça, c'est bon, c'est correct normalement. Et là, on va lui poser la question pour ceux qui ne fument pas, les non-fumeurs. Quel est l'âge moyen de non-fumeurs? Je pense que c'est autour de 39 ans, un truc comme ça. Là, il mouline, il mouline. Voilà, 39,38 ans. Bon, c'est parfait. Vous voyez, juste avec un prompt, c'est l'instruction. Voilà la question qu'on pose au chat, hein. Juste avec un prompt, on est capable de récupérer l'âge moyen des non-fumeurs, 39,38, et pareil, des fumeurs, 38,51 ans. Donc on peut comme ça poser d'autres questions, par exemple sur combien de personnes ont plus de deux enfants, quel est le nombre total de fumeurs et de non-fumeurs, euh, comment puis-je transformer, voilà une question super importante, comment puis-je transformer la colonne région en une colonne de code géographique ou en catégorie pour une analyse plus facile. Bon, ça c'est pour des personnes qui ont l'habitude de faire de l'analyse de données. Une colonne, typiquement une colonne comme région, on ne peut pas directement travailler avec elle. Si on peut directement travailler avec elle, mais dans ces cas-là, souvent ce qu'on fait, on encode cette colonne. Donc ici, encoder signifie quoi? Ça veut dire tout simplement transformer. Au lieu d'avoir ici Southwest, on va juste mettre deux initiales SW pour faire simple. Donc on va lui demander comment est-ce qu'on peut transformer cette colonne-là en catégorie. Donc on va avoir SW pour Southwest, NW pour Nord-Ouest, SE pour Southeast et SME pour Nord-Est. En gros, voilà, il va être capable de faire ça, normalement. Enfin, il va nous dire, il va nous faire des propositions, en tout cas. Pour transformer la colonne région en une colonne de code géographique, vous pouvez utiliser la fonction recherche V. Voilà. L1, voilà, il les encode en L1, L2, L3, L4, L5. Mais là, je pense qu'il il répond pas exactement à ce qu'on lui demande. Voilà, comme quoi, petit, petit warning quand même, vérifiez toujours les réponses qu'il renvoie. Toujours, toujours, toujours. Il faut toujours vérifier. Certes, c'est un outil puissant, mais il n'est pas, on va dire, il faut toujours vérifier les résultats qu'il nous renvoie. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire maîtriser ce que l'on fait, quoi. On doit savoir ce qu'on fait, en fait, la finalité. Là, en l'occurrence, il ne répond pas à ma question, il a dû l'interpréter d'une autre façon. Donc, quand c'est comme ça, on parle ici de prompt engineering. Donc, il faut que je retravaille, je reformule la question. C'est ce que vous allez souvent entendre dans des discussions
sur l'IA, par exemple, on va parler de prompt engineering. C'est quoi le prompt engineering? C'est le fait tout simplement de dire au modèle ce qu'il faut faire en fait. Soit en lui donnant des exemples, voilà, ou soit en lui donnant plus d'instructions pour qu'il puisse me renvoyer ce que moi je veux. Donc je customise la réponse en quelque sorte. Donc là, il ne répond pas, mais bon, on va avancer. Vous avez compris l'idée, hein? Donc, on va essayer de lui poser d'autres questions. Voilà, par exemple, on va lui dire ici, dans la colonne charge, on a quand même les charges, 16 000, 1700. On voit qu'il y a quand même un gros écart entre 16 000 et 1700. On va lui poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas des valeurs très élevées, ce qu'on appelle les valeurs aberrantes, les outliers, dans cette colonne charge, par exemple. Typiquement, c'est le travail d'un data analyst. Là, on va lui dire, j'ai des valeurs de charge anormalement élevées. Peux-tu identifier les valeurs aberrantes et proposer une manière de les corriger ou de les filtrer? Donc, normalement, il doit être capable d'identifier ce qu'on appelle les valeurs aberrantes, les outliers, et il doit être capable de nous fournir quelques pistes pour régler ce problème de outlier. En l'occurrence, soit de les supprimer, mais déjà avant de les supprimer, il faut comprendre pourquoi on supprime les valeurs aberrantes. Est-ce qu'ils ne sont pas utiles dans notre jeu de données? Soit il va les normaliser en les remplaçant par la moyenne ou le mode, par exemple. Par exemple, voilà, ça c'est les solutions aux problèmes de outlier qu'on peut trouver dans des problèmes d'analyse de données. Donc normalement là, soit il doit nous proposer une formule qui nous permet d'identifier les outliers. C'est souvent sur la base de ce qu'on appelle le calcul interquartile. Donc toutes les valeurs qui sont au-delà du 90% et autres sont considérées comme outliers. Voilà, qu'est-ce qu'il répond ici? Il nous dit, alors j'ai analysé les données, bon, là il génère, du coup il n'est pas stable. On va le laisser générer, mais il est super lent, peut-être parce que je suis en visio là, mais il est super lent. Effectivement, voilà, il y a peut-être la bande passante qui joue beaucoup. Vous voyez, normalement, il me dit, vous pouvez utiliser la méthode de l'écart interquartile, comme je vous ai dit, pour pouvoir identifier les outliers. Donc, il est sur la bonne piste, hein. Voilà. Donc, il me donne la formule. Donc, Q1, c'est les quartiles. Généralement, c'est 25, 50, 75, 100. Donc, tout ce qui va être en dessous de 25% des données, ça va être considéré comme trop petit. Et au-delà de 75%, 80, 90%, on va considérer comme outlier. Mais là, il prend beaucoup de temps pour... oula, on va passer la nuit là. Mais voilà, normalement, voilà, il est sur la bonne piste. Il nous donne la solution en gros. Voilà, il faut calculer ça, ça, ça. Il nous donne les formules. Donc, ce que nous, on peut faire, on va tout simplement copier ces formules-là, les coller dans le dataset. Et comme ça, on va être capable d'identifier les valeurs aberrantes. Voilà, vous avez vu la formule? Limite inférieure, limite supérieure. Bon, ça c'est parfait. Là, il est vraiment, franchement, ça c'est vraiment puissant cet outil d'arriver comme ça, juste avec une question. Parce que vous voyez ce que ça implique derrière. Il y a des calculs derrière à faire, des formules, des calculs pour pouvoir répondre à cette question. Voilà. Lui, il nous propose, il nous simplifie la vie, quoi. Voilà, il nous simplifie la tâche tout simplement. Si vous avez à prendre des données qui sont, entre guillemets, pas propres, il faut faire du data cleaning dessus, ce qu'on est en train de faire.
Donc, vous avez un outil puissant qui vous permet, comme ça, d'aller vite. Vous voyez là, en l'espace de, je sais pas, de 30 minutes, je, je- je suis capable de faire le tour de moins la partie data cleaning d'un dataset. Un dataset, c'est une base de données. Bon, après, on va avancer. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, je vais l'arrêter. Je vais arrêter la génération tout simplement. Vous voyez, j'ai cliqué sur arrêter. Hein, voilà, j'ai arrêté. Et comme ça, vous pouvez lui poser d'autres questions. Créer une nouvelle colonne, par exemple, qui classe les âges en fonction des groupes, ce qu'on appelle la binarisation. Donc, vous pouvez lui poser cette question. Peux-tu créer une nouvelle colonne qui classe les âges en fonction des groupes? Bon, cette question répond souvent aux soucis, au besoin d'avoir un modèle, de précision du modèle en fait. Parce que souvent, si on prend ce dataset et on fait une régression linéaire dessus, on va avoir une précision faible. Hein. Faible parce qu'on a des outliers, euh, comme, enfin, il n'a pas donné la réponse, mais il y a des outliers dans ce dataset. Il y a également le fait que les distributions ne sont pas normales. En l'occurrence, ça, c'est des questions qu'on peut lui poser. Bon, ça, c'est la partie data analysis. On va essayer d'avancer. On va lui dire, on va regarder les corrélations. Ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent. On va lui dire, quelle est la corrélation entre l'âge et les charges? Normalement, comme il s'agit d'une compagnie d'assurance, plus on est âgé, plus on doit payer, quoi. Enfin, la logique voudrait que plus on est âgé, plus on doit payer. Et autre chose, la logique voudrait que si on fume, enfin la logique, dans le business model de ces entreprises-là, c'est de dire que si on est fumeur, on doit payer plus de cotisations. Si on est âgé, on doit payer plus de cotisations parce qu'on est à risque de tomber malade, voilà, d'être sujet à des prises en charge médicales. Donc, si on est fumeur, on paye plus de cotisations. Si on est âgé, on paye plus de cotisations. Si on a un BMI qui est au-dessus de la normale, donc vous savez, l'IMC est aux alentours de 25. Si on est au-dessus de 25, je raisonne un tout petit peu comme ces compagnies-là, on doit aussi payer plus. Donc ici, normalement, il doit pouvoir trouver une corrélation positive entre l'âge et les charges. Donc on va lui poser la question. Par contre, je sais pas, il va prendre 1000 ans pour répondre. C'est embêtant. Je vais quand même essayer de... Je sais pas si je peux fermer pour l'aider un tout petit peu. Quelques outils. Oui, je vais fermer lui. Qu'est-ce que je peux fermer d'autre ici? Je vais fermer lui. Lui. Hop. Fermer. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous répond là? Il a carrément arrêté de... Il répond. Il répond. Il dit, je ne peux pas effectuer. Pourquoi? L'analyse de corrélation. Ah, purée, il n'est pas stable. Hein. Bon, en gros, déjà, au niveau du graphique, s'il peut nous montrer ce graphique-là, ce serait intéressant, mais il n'arrive pas. Oh, purée. Alors, bon, on voit quand même que entre l'âge, on voit c'est plat, hein, la relation est un tout petit peu plate, linéaire. Euh, Enfin, c'est plutôt plat, on va dire, c'est une ligne droite, quoi. Mais horizontale, c'est une ligne horizontale. Donc là, la corrélation n'est pas claire entre l'âge et les charges. On pourrait lui poser la même question, mais cette fois-ci en utilisant le BMI à la place, l'indice de masse corporelle. Je pense que cette fois-ci, on pourra avoir une corrélation plus marquée.
Donc, vous voyez déjà un des problèmes dans ce petit dataset. Donc, il n'y a pas une corrélation claire entre l'âge et les charges. Pourquoi? Voilà, il faut répondre à la question pourquoi. Peut-être parce que les, 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 les personnes âgées sont sous-représentées. Il y a une surreprésentation des personnes jeunes. Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose quand on fait de l'analyse de données. Bon, là, il m'a refait l'âge. Moi, je t'ai pas dit de refaire l'âge. Le BMI, je veux. Il m'a fait quoi là? Et là, je vois âge. Donc, il m'a refait l'âge en fait. Alors, moi, je voulais qu'il me fasse le BMI. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on pourra regarder. On va pas passer le temps dessus. En l'occurrence, hein, vous voyez, c'est un puissant outil, mais voilà, il faut quand même faire attention. Il faut toujours vérifier la réponse qu'il produit, hein, quand même. Parce que ça fait quoi? Ça fait juste quelques mois qu'ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti, enfin, il est resté en phase de test jusqu'au mois de novembre 2024. Le mois de novembre 2024, ils ont fait une communication dessus. Et on a quoi? Décembre, janvier, février. On a 3 mois où les gens, le grand public continue à tester, enfin, à l'utiliser, quoi. Mais c'est pas encore un outil stable. Ils sont en train de travailler dessus. Voilà, comme toutes ces boîtes-là, il n'y a pas que Microsoft, il y a OpenAI, tous ils sont dans une course folle pour pouvoir créer ce qu'on appelle les agents IA. Ça fera l'objet d'une prochaine discussion. Mais là, vous voyez déjà, cet outil, c'est très très puissant en fait, hein. Donc, derrière, ça veut dire quoi le niveau? Derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à terme, dans un mois ou 2 mois ou 3 mois, je ne sais pas quoi, dans 6 mois, on va lui donner ce dataset. On n'aura même plus à taper les questions comme je tape là. On va juste lui donner, on va lui dire, fais l'analyse de ce dataset. Il va tout nous sortir, je dis bien tout nous sortir sur les distributions, sur la répartition, sur les différentes catégories. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais là, on peut déjà voir que il fait un travail remarquable. Même s'il est lent chez moi, il est super lent parce que je suis en visio, il n'y a pas assez de bande passante, je crois. Et il est super lent. Mais voilà, vous, vous pouvez mesurer là sa portée. Bon, on va quand même passer à la partie DataVis. On va lui demander de faire un histogramme des charges. On va lui demander de créer un histogramme des charges. J'espère que ça, au moins, il sera capable de le faire. Alors, purée, il est super lent. Ah ouais. Ah ouais. Bah écoutez, ce que je vous propose, soit je fais un enregistrement par la suite et je vous mets dans le groupe sur ces questions, soit vous essayez chez vous, vous testez l'outil. Comme vous le voyez, hein, comme je l'ai fait là, il est super lent. Oh purée. Il est super lent. Il a tout simplement bugué. On va essayer de l'arrêter. On va le relancer. Mais je pense que c'est pas ça qui va résoudre le problème en le relançant. Ouais, il est super lent. C'est pas possible. Créer un outil. Créer un histogramme. Ouh là là! Ah non, ah non, 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 non. Là, il n'arrive pas à suivre. Créer un histogramme sur les charges. Créer un histogramme sur les charges. Normalement, ça, il est capable de nous faire sur la répartition des charges. Enfin, l'histogramme, c'est la répartition des charges. Alors, il prend le temps, hein, il prend son temps, il mouline. Mais on peut lui demander comme ça, autre visualisation, hein, il n'y a pas que l'histogramme, mais on peut lui demander de faire un camembert sur les sexes, par exemple.
On peut lui demander de faire un scatter plot. Donc, c'est un, un graphique à deux axes, x, y, scatter plot, entre le BMI et les charges, l'âge et les charges, pour voir la corrélation, quoi, ce qu'il n'a pas pu faire précédemment. Voilà, vous voyez que là, il réussit quand même à nous créer notre histogramme de la répartition des charges. Voilà, c'est parfait. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? On lui dit crée un diagramme. C'est comment on appelle ça? Un camembert, un camembert, un camembert, un camembert sur la variable, sur la colonne 6. Sur la colonne 6. Et ce qui est fantastique aussi, je ne sais pas si vous voyez, en dessous, il nous met des suggestions, il nous suggère d'autres questions auxquelles il peut répondre, quoi. C'est vraiment un super outil, un outil puissant. Et, et là, mais vous voyez pas, quand il crée comme ça les histogrammes, les graphiques, je peux cliquer dessus, et le mettre dans une page Excel, dans une nouvelle page Excel. Vous voyez là, il m'a, pour créer le camembert là, donc il a fait la répartition entre les mâles, enfin le sexe mâle et le sexe la femelle, enfin mâle femelle. Et après, il construit le graphique. Mais il est super lent, super lent. Bon, en tout cas, voilà un tout petit peu comment vous pouvez vous tirer profit de cet outil pour tout ce qui va être analyse de données dans Excel. Après, il n'y a pas que Excel, hein, Copilot est aussi présent dans Word pour la génération des rapports, je sais pas, des résumés. Mais, euh, mais il est aussi présent dans PowerPoint. Par exemple, là, vous avez la présentation. J'ai rien écrit de cette présentation. Ça a été fait par PowerPoint, quoi. Ça a été fait par Copilot. Donc là, il m'a pas, je rencontre des problèmes pour le moment. Voilà, vous comprenez, il rencontre des problèmes de bande passante et autres. Donc, il n'a pas pu générer le graphique, mais vous pouvez me croire, il est capable de le faire. Comme il a fait ici, l'histogramme. Donc, il est capable de faire un camembert. Oui, je disais qu'effectivement, la présentation, on va juste revenir à la présentation. Donc là, l'atelier, désolé, il n'était pas très rapide au niveau des réponses. Donc il y avait une certaine latence due à la connexion Internet. Mais ce que je vous propose, c'est de essayer chez vous avec Copilot. Sachez que pour avoir Copilot, comme vous l'avez vu, vous avez besoin d'un compte Microsoft 365. Une fois que vous identifiez, enfin, vous créez votre compte Microsoft 365, vous demandez un essai gratuit, parce qu'il y a un essai gratuit de Copilot de 1 mois. Donc, vous avez 30 jours pour pouvoir essayer Copilot. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire. Donc, vous créez vous créez votre compte Microsoft Copilot et vous essayez, Microsoft 365. Et une fois que le compte est créé, vous prenez le free trial, l'essai de 30 jours de Microsoft Copilot. Donc, on va revenir à la présentation. Hop. Donc, la présentation elle a été entièrement rédigée par Copilot. J'ai rien fait. J'ai juste dit, voilà, ce soir, je vais faire une présentation sur Microsoft Copilot. Je lui ai donné quelques questions à poser, comme par exemple combien de lignes et de colonnes. Je lui ai dit que c'était la deuxième rencontre de, de l'initiative IA pour tous pour vulgariser. Donc, je lui ai donné juste, je sais pas, je lui ai donné 20 lignes et il m'a créé tout ça. Moi, j'ai rien écrit. Voilà.
tout a été créé par lui. Donc on a vu ça, on a vu. Je vais juste avancer ici, là. Ce sera plus rapide, hein. Donc on a vu comment transformer les données. On a vu le data analysis. On a essayé de créer quelques visuels là, l'histogramme, le camembert. Voilà, pour le prochain thème. Là, on passe au prochain thème. Donc, pour le prochain thème, j'ai vu qu'il y a deux thèmes qui revenaient. Donc, il y a à hauteur de 54%. Donc, il y a deux thèmes sur lesquels les gens ont le plus voté. C'était de créer. Voilà, c'était soit de faire un workshop sur la création d'un modèle de langage. Donc, modèle de langage, ça signifie quoi? C'est tout simplement un modèle qui va générer du texte. Donc, on va lui donner un prompt comme vous avez vu. On va lui donner du texte, on va lui dire quels sont les jours de la semaine. Par exemple, une question, quels sont les jours de la semaine? Il doit nous répondre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, il y a ça, où j'ai vu que les gens, ils étaient intéressés. Parce que c'est la base, hein. Quand on parle d'IA générative, c'est la capacité de ces modèles de générer du texte. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Comment ils font pour générer du texte? Ça, effectivement, ça peut faire l'objet de la discussion, d'une prochaine, de la discussion lors de notre prochaine session. Mais on a également un autre thème qui est arrivé avec les mêmes scores de 54-55%. C'est de faire l'analyse des portefeuilles financiers avec l'intelligence artificielle. En gros, c'est de pouvoir surveiller les variations de prix des actifs et surtout les impacts des variations de prix des actifs là, sur les portefeuilles financiers. Donc en gros, l'IA, ce que l'IA va faire, l'IA va tout simplement interpréter les métriques, les indicateurs financiers qu'elle va recevoir. Donc elle va interpréter en disant, oh, il y a Apple qui a un problème d'approvisionnement parce qu'il y a la guerre au Congo. Du coup, on estime que les ventes de l'iPhone vont baisser dans les 6 prochains mois et autres. Et du coup, quelle va être la conséquence sur les portefeuilles qui destinent par exemple Apple? Vous voyez? Donc là-dessus, on peut automatiser tout cela en fait, tout simplement avec l'IA. L'IA va aller chercher les informations. Enfin, l'IA, c'est pas l'IA qui cherche, mais l'IA va interpréter les informations qu'elle aura en fait. Elle va dire voilà, il y a telle information, oh, ça peut avoir telle incidence sur le portefeuille qui détient Apple, qui détient Microsoft, je sais pas, ça peut avoir telle incidence sur Total et autres. Donc en fonction des informations que notre modèle va recevoir, elle va être capable de répondre en fait, hein, de nous dire est-ce qu'on adapte notre portefeuille ou est-ce qu'on observe passivement ce qui se passe pas. Donc ça, c'est un deuxième thème qui est arrivé au même niveau de score que celui de la création d'un grand langage de modèle. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous? Parce que l'objectif, c'est ça, hein. L'objectif, c'est qu'on décide ensemble sur le prochain thème. Et on avance comme ça. Moi, ça me paraît bien. C'était ce que j'avais choisi en priorité, donc les deux. Est-ce que... Moi, je suis complètement curieux. Complètement curieux. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas de préférence arrêtée. D'accord. Merci. Ok. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va quand même parler. J'ai une petite préférence, moi, pour
la création d'un langage. Donc, je vous propose que lors de la prochaine séance, on parle de ça en fait. Comment les langages comme ChatGPT, comme Mistral, comme Claude, comme Owen, tous ces langages-là, comment ils arrivent à générer du texte? Quel est le mécanisme derrière? Quels sont les algorithmes derrière? Quels sont les modèles derrière? Comment ça fonctionne? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi c'est pas arrivé il y a 10 ans? Euh, donc, je pense que je vais préparer ça pour pour le prochain workshop. C'est vrai que c'est un gros sujet très intéressant parce qu'il regroupe pas mal de connaissances à la fois en programmation, mais également en architecture. Donc, l'architecture, ça va être, oui, en architecture, ça va être du deep learning, des réseaux de neurones, des réseaux de neurones, euh, mais pas que des modèles linéaires et oui, réseau de neurones, modèle linéaire et la génération et du texte, le traitement de texte en fait. Mais c'est super intéressant ça, c'est vraiment très super intéressant. Pour vous donner déjà une petite idée, l'histoire commence en 2017 quoi. Un papier très connu de Vashfani, c'est un chercheur du laboratoire DeepMind. DeepMind, c'est le laboratoire qui est affilié à Microsoft aujourd'hui. Mais c'est eux qui publient la première architecture qui permet de créer ce type de modèle. L'IA, enfin, qui permet de créer du texte, du général du texte. Mais, enfin, on pourra en discuter, mais c'est un gros challenge parce que c'est bien beau de générer du texte, mais encore faut-il qu'il génère du texte qui soit cohérent, voilà, qu'on entende. Voilà. Et du coup, pour le faire, il faut il faut des milliards de données. C'est pas, c'est pas, c'est pas notre petit ordinateur qui va faire ça, non. C'est pratiquement toute la connaissance qui est sur le web qu'il faut en fait. Donc, les mecs, ils ont réussi à récupérer cette connaissance-là et à entraîner les modèles dessus pour arriver à ce, à ce, à ce niveau de sophistication que vous voyez aujourd'hui. Mais c'est de l'ordre, c'est des centaines de gigas, même des milliers de gigas de données. Vous voyez? Juste pour entraîner un modèle comme ça, un tout petit modèle cohérent qui génère du texte. Il faut, je sais pas, là aujourd'hui c'est un peu plus rapide, mais en 2000, je sais pas, 2020, 2021, il fallait, je sais pas, 2 mois, 3 mois d'entraînement. La machine, elle tourne pendant 2 mois, 3 mois, juste pour faire ça. Mais voilà, on aura l'occasion de revenir dessus. Ouais, Et intéressant. voilà. Par contre, moi, j'aimerais que vous proposiez aussi des thèmes. Voilà, j'aimerais pas qu'on reste juste sur ma liste et autres. Mais vous, si vous avez des thèmes, des choses qui vous viennent en tête, voilà, proposez. Voilà, proposez, faites des suggestions. Voilà, tout thème est la bienvenue. Ça peut être dans votre domaine. C'est surtout ça aussi l'objectif, c'est que euh, comment vous pouvez utiliser l'IA dans votre domaine. Voyez, pour vos projets aussi bien professionnels que personnels. Comment on peut tirer profit de l'IA pour avancer, pour être performant, pour être compétitif. Par exemple, moi, je sais que l'IA m'a permis de multiplier fois 6, fois 10 même ma productivité. Voilà, je vais très vite, quoi. Vous voyez la présentation, je vous dis la présentation. Franchement, je l'ai fait, il était 18h40. Vous voyez, j'ai fait ça 18h40. C'est je ne l'ai pas fait, enfin, je l'ai pas fait. J'ai juste écrit, voilà, c'est ma deuxième session. On va parler de Microsoft Copilot sur le data analysis. Je vais donner les éléments en disant, voilà, il y aura des questions, voilà les questions que je vais montrer. Et il m'a fait ça, il m'a sorti ça. Je lui ai dit, je l'ai quand même aidé en disant, voilà, donc on parle de data analysis. Ensuite, tu rajoutes une partie sur les deux prochains thèmes. Vous avez vu, il m'a rajouté la partie sur les deux, enfin, sur les deux prochains thèmes, enfin, les potentiels thèmes.
Et je lui ai dit aussi, tu rajoutes une partie sur la suggestion des thèmes. Je lui ai dit, tu rajoutes une partie sur les questions-réponses, tu rajoutes une partie sur la conclusion. Donc, il m'a fait ça, voilà. Donc, vous voyez que là, on peut vraiment aller très très vite avec ces outils-là. On peut vraiment, vraiment aller très très vite. Si, voilà, là, voilà, le but, c'est pas de me noter sur l'esthétique de la présentation. Non, ici, le but, c'est le fond, en fait. C'est de savoir ce qu'on parle, quoi. Vous voyez? Donc, là-dessus, voilà, c'est génial. On peut utiliser cet outil-là pour faire ça. On va pas être pénalisé parce qu'on a utilisé l'IA pour ça. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des suggestions? Non, pas de question particulière. Je me demandais juste les tableaux, par exemple, qui étaient générés avec le pilote Lasso. Est-ce qu'on peut les exporter par la suite? Tout à fait, mais il n'a pas super bien fonctionné là pour les raisons de bande passante, comme vous avez vu. Mais sinon, un onglet, il y a un onglet euh, juste à la fin, lorsqu'il génère les tableaux, les graphiques, il te met un petit onglet comme quoi est-ce que tu veux ajouter dans une nouvelle page Excel, dans un nouvel onglet Excel. Donc tu peux cliquer sur l'onglet en disant oui, je veux rajouter sur un nouvel onglet Excel. D'accord. Voilà. Et enfin, voilà, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux lui dire, je veux que tu rajoutes de la couleur pour toutes les personnes qui sont âgées de plus de 25 ans. Donc, il va rajouter la couleur, je sais pas, une couleur bleue pour dans tous les cellules pour les personnes qui sont âgées de 25 ans. En l'occurrence, quelqu'un qui fait de la vente, il se dit, voilà, je sais pas mon stock, je sais pas combien de vélos VTT j'ai en stock, parce que je vais peut-être recevoir une commande de 25 VTT. Donc, il va prendre son fichier Excel, il va juste taper combien de vélos VTT j'ai en stock. Vous voyez. Et tout de suite, il va aller calculer, il va compter les vélos VTT, il va savoir que c'est le type de vélo VTT, il calcule, il va compter, il va donner la réponse, vous avez 20 vélos VTT, vous avez 70, vous avez 40 et autres. Voilà. Là, c'est vraiment super important. D'autres questions? En ce qui me concerne, j'ai jamais été de poser des questions. Je préfère déjà revenir sur tout ça, quitte à les poser la semaine prochaine. Mais c'est très intéressant en tout cas et que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Bon, parfait. Très bien. Très bien. Donc, je pense on va passer à la conclusion. Donc, une fois de plus, il est 20h. Je vous remercie énormément de faire partie de ce voyage. Le voyage, comme je vous ai dit, vise à vulgariser et à vous donner euh, les outils innovants quoi, qui se basent sur l'IA pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir les utiliser en, en entreprise, mais aussi dans vos projets personnels. Là, enfin, là, on a vu Microsoft Copilot, mais juste dans Excel, mais on peut faire la même chose dans Word. On peut lui demander de générer des rapports et on peut faire la même chose dans PowerPoint. Vous voyez, par exemple, cette présentation a été entièrement gérée par lui. On peut faire la même chose dans Power BI. Je n'ai pas montré, mais ça, effectivement, c'est possible de le faire également. Euh, donc, ça ouvre beaucoup de perspectives. Mais on peut aussi, pour parler de façon plus vaste, pour ouvrir la discussion, mais on peut aussi parler d'images, d'IA générative pour les images. Vous voyez, aujourd'hui, il y a pas mal d'images qui sont faites par l'IA. Et ça, c'est également des sujets on pourra aborder. En l'occurrence, comment, par exemple, vous pouvez vous-même avoir un petit outil qui vous permet de générer vos images juste avec un prompt. Vous voyez, autant de choses. Là, il y a il y a la vidéo qui arrive. La vidéo n'est pas encore au point. Je pense qu'elle marche à 70%, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc, ça va arriver très bientôt. Donc, autant de sujets sur lesquels on pourra discuter, on pourra présenter, on pourra échanger dessus. Et
n'hésitez pas, euh, restez vraiment en alerte sur le sujet parce que, voilà, vous voyez, tout le monde est en évolution face à l'IA. Les États-Unis vont commencer en annonçant un plan de 500 milliards. C'est pas pour rien, les gens ne mettent pas l'argent 500 milliards pour que ça ne produise rien. Non, non, non. Là, c'est vraiment du concret. Euh, la France, 100 milliards, enfin, je sais pas, aidé par le Qatar, enfin, tout le monde se bouge sur le sujet, quoi. C'est vraiment un des sujets, enfin, c'est vraiment la, la, la révolution, enfin, l'une des révolutions de notre, de notre, de notre temps, quoi. C'est l'électricité, la nouvelle électricité. Et franchement, je suis content de me retrouver là, dans ce domaine. Je ne savais pas si tu me disais en 2021 ou en 2022 qu'il y aura autant de transformations, autant de changements là-dessus. Je ne serais pas capable de te répondre. Mais franchement, les mecs, qui sont en train de bosser comme des fous là-dessus. On n'arrive même pas à suivre. Tous les jours, il y a des nouveaux outils. Tous les jours. Mais ça va très très vite. Et les Chinois là-dessus sont avancés, ils sont super avancés dessus. C'est une guerre, une bataille entre la Chine et les États-Unis parce que les États-Unis, ils ferment les modèles. Vous voyez, chat est fermé, ils ferment tout. Ils ne voient pas, on ne sait pas trop comment ça marche. Euh, et là, la Chine, ce qu'elle fait, elle adopte une stratégie totalement différente de chat en ouvrant ses modèles. Donc, je sais pas, en vulgarisant, en démocratisant l'IA, en fait. Elle ne ferme pas l'IA, mais elle l'ouvre. Elle donne les outils aux personnes pour pouvoir refaire la même chose. Donc, il y a beaucoup de papiers chinois qui sortent, qui sont en open source. Et ça fait avancer la recherche, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres suggestions, mais sinon, je vous souhaite une belle soirée, bon appétit, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler de la génération des textes, pour voir le fonctionnement des grands langages de modèles, des modèles, comment on dit ça en français? Large language model, des grands modèles de langage, des grands modèles de langage. Enfin, vous avez compris que dans ce domaine-là, c'est pas trop le français, hein. On va beaucoup plus parler en anglais. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci David, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonsoir. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.